Assalamu alaikum. Bonjour les Goréens, bonjour les Sénégalais et les Africains, et bonjour le monde entier. Et je m'appelle Baye Souleyli, guide libraire. Et nous vous invitons à faire une petite promenade avec nous à travers les ateliers de l'île de Gorée, qui est une île classée patrimoine depuis 1978. Et qui a beaucoup d'histoires que nous essayons de vous narrer, de vous raconter à travers cette promenade. Alors, dans ce récit, nous allons vous parler un peu de l'histoire historique, archéologique d'abord de Gorée, puis historique de Gorée. Et vous raconter aussi ce qui s'est passé réellement, faire une visite autrement. Et là, nous sommes sur la plage de l'île de Gorée, qu'on appelle la grande plage en face du quai du Waf. Et c'est là où les négriers sont venus au XVe siècle. C'est la seule porte d'entrée de l'île de Gorée.
où on débarque et on pourrait embarquer aussi pendant la traite négrière. Alors, cette phase d'occupation de l'île de Gorée est d'abord marquée par la période, une période archéologique qui date de 2300 ans avant Jésus-Christ, que le professeur Thiaw de Eureka de l'UCAD nous a permis d'avoir des informations à travers un programme qui était exposé à Gorée. Alors, ces gens, c'était des Noirs, des Africains, nos ancêtres qui étaient là et qui nous a laissé une industrie qui date du néolithique, qui nous a permis d'avoir une autre version de l'histoire de Gorée qu'on ignorait. Et ces grandes personnes africaines, que moi j'appelle des proto-sénégalais, qui sont maintenant disparus depuis longtemps, a permis, après des siècles, aux Européens de se présenter au niveau de Gorée. Et le premier pays européen qui a mis les pieds sur l'île de Gorée, ce sont les Portugais, qui sont venus et qui ont eu à bénéficier du savoir-faire des Arabes, qui à l'époque, à partir du 8e siècle, se sont présentés et ont occupé l'Espagne et le Portugal. Et les a apporté un savoir-faire scientifique, mathématique, physique, astronomie, optique, environnemental, écologique. Alors, ces Arabes qui ont amené ce savoir-faire a permis à ces pays européens de traduire cette science venue des Arabes dans leur langue. Ça les a permis d'avoir une expertise, une expérience sur la navigation pour pouvoir faire un programme d'expédition sur les côtes africaines. Et ce qui a fait que le Portugal est le premier pays à mettre les pieds sur les côtes africaines au XVe siècle par le biais d'un grand navigateur appelé Denis Diaz, qui est venu au mois d'août sur les côtes sénégalaises et a contourné le cap Dakar, a mis d'abord les pieds aux îles de Madeleine. Et de là, il y avait des oiseaux, des babas, mais pas d'eau potable, donc ce n'était pas vivable pour eux. Alors, ils ont dû contourner le cap Maniel pour apercevoir cette grande île, cette île mémoire, où ils ont mis les pieds au XVe siècle. Alors, le Portugal, qui est le premier pays à mettre les pieds sur l'île de Gorée, n'a pas vécu longtemps sur l'île parce que les conditions n'étaient pas réunies pour vivre sur cette île. Donc, ils ont préféré aller à Rio Fresco, qu'ils ont nommé Rio Fresco, qu'on appelle actuellement Rufisque par la France. Et là, ils ont fait leur premier comptoir de commerce, en accord avec le roi du Cayor, puis un deuxième à Saly Portudal, un troisième à Joal. Et Gorée, ils en ont fait un cimetière où tous les Portugais lusophones qui mouraient sur la côte se faisaient enterrer dans l'île. On enterrait partout dans l'île, sur la montagne, au centre, au niveau du jardin, à l'emplacement du terrain de football, partout. On enterrait des morts. Puis ils ont fait un petit chantier naval pour les permettre de faire des goélettes. Et ces goélettes les permettent d'accéder à l'intérieur du pays à travers les fleuves et les ballons pour mener les activités économiques. Alors, le Portugal va faire plus de 2 siècles sur nos côtes, de 1444 à 1778. Et après avoir découvert les îles du Cap-Vert et le Brésil par le biais de Pedro Alvarez, ils vont négliger cette présence. L'intérêt qu'ils portaient sur les côtes sénégalaises vont être diminués. Alors, ils vont se focaliser sur ramasser des produits exotiques tels que la gomme arabique, l'or, le miel, les cuirs et d'autres produits de consommation et les captifs. Et là, ils font directement sur Praia, capitale du Cap-Vert, et là, ils font un pont sur le Brésil. Ce qui fait que ça a duré à peu près 2 siècles d'une occupation totale du Portugal sur nos côtes. C'est après que les Hollandais sont arrivés et les Hollandais ont pris le relais en 1627. Et ceux qui ont baptisé Gorée du nom Gorée, qui lisaient Gorée, pas Gorée du tout, parce que c'est un mot flamand. Alors, ces flamands hollandais ont mis, à part le premier bâtiment portugais, qui était une chapelle à l'emplacement de l'actuel poste de police, ces Hollandais ont construit 2 forts. Le premier fort hollandais qui s'appelait Senasso, sur la partie ouest de Gorée, sur la rue Saint-François d'Assise. L'autre fort était sur la montagne, sur la pente du Cassel, qu'on appelait le fort Saint-Dorange. Alors, les Hollandais vont prendre la place des Portugais sur la côte en continuant à mener leurs activités de commerce, comme le faisaient les Portugais.
Alors, cette concurrence sud entre les Européens a fait que la Hollande va subir l'assaut des Anglais en 1864. Ils vont les chasser. Mais avec l'aide du grand capitaine Andrien Suruite, ils vont reprendre Gorée en 1864. Et en 1877, le vice-amiral Desseret débarque, venant de Rouen. Il va bombarder Gorée pendant une semaine et faire capituler le commandant hollandais et reprendre l'île de Gorée, détruire le fort Saint-Nassau et le fort Saint-Doran sur la montagne et continuer son chemin sur Tobago, à Cayenne. Et c'est de là qu'un certain Français Ducasse va débarquer sur l'île de Gorée, prendre le relais, réparer le fort Saint-Nassau sur la partie basse ouest et réhabiliter ce fort, le reconstruire et changer le nom et ils vont le nommer le fort Saint-François. Et celui de la montagne va devenir le fort Saint-Michel. Voilà le début de la France sur l'île de Gorée. Et en face de la plage là où nous sommes, on a ce grand bâtiment blanc, c'était pour défendre la partie nord de Gorée, surtout sur la plage, qu'on appelle la Grande Batterie, ou la Batterie Royale, construite par André Bruy à l'époque. Et vous allez voir même sur ce bâtiment des canons qui sont restés jusqu'à présent. Et ce bâtiment a été réhabilité plusieurs fois. Il y a un ouvrage qui nous relate le passé historique de ce bâtiment, qu'on appelle la Grande Royale, la Grande Batterie, fait par le professeur Guy Tillmans. Ce qui nous fait voir que Gorée est un lieu vraiment disputé entre les Européens. Et sur la plage, vous voyez aussi qu'il y a des parasoleils, pour ne pas dire des parapluies, qu'on utilise pendant l'été pour accueillir les visiteurs. Après, vous allez voir aussi des restaurants du côté du bas de cette grande batterie, qui sont des restaurateurs qui sont récemment installés. Ça ne fait pas partie de l'époque de la traite négrière, mais après juste les indépendances, on parle des batteries, des restaurants sur la côte. Alors là, devant nous, nous avons un grand bâtiment en rouge qui représente les maisons de commerce, que nous voyons là avec l'hôtellerie du Chevalier de Boufflers, qui est un grand bâtiment en ocre rouge. Et l'autre bâtiment qui suit, c'est la Poste, c'est l'ancien bâtiment de BNTSF, qui était des compagnies de commerce françaises, qui sont là et qui s'occupent de tout ce qui est commerce. Alors ce sont ces compagnies de commerce qui, au début, dominaient la vie économique entre Gorée et Saint-Louis du Sénégal. Et en fin de compte, ils vont se répandre sur tout le pays. Dans tous les départements du Sénégal, il y aura la présence de ces compagnies qui vont exploiter nos ressources, les transformer chez eux et venir nous les vendre dans des magasins tels que Sokopao, Printagna, Morel Prom. Et voilà, donc ce qui fera que tous nos produits de consommation nous viennent maintenant de l'Europe, qui sont des produits dérivés de nos produits naturels qui sont cultivés dans notre pays et transformés en Europe et revendus chez nous. Et ce qui va complètement tuer notre savoir-faire sur le plan artisanal et sur la voie qui devait nous mener vers l'industrialisation. Alors, si nous continuons cette petite promenade, nous arrivons maintenant sur cette grande belle maison en rouge, qui est une maison française, qui a servi de logement au premier consul des États-Unis, Peter Isegland, qui est un Américain, qui était là en 1905. Et ce bâtiment, à côté de l'autre bâtiment qu'on appelle l'Université des Migrants, que Senghor avait mis en place depuis 1975, et qui formait les cadres africains sur le renforcement de capacités, c'est pourquoi on dit de mi-temps. Alors, avec un comité scientifique où on pouvait noter la présence de Cheikh Anta Diop, ce grand savant africain, Kizerbo, Roger Garoudi, etc. Alors, cette grande université va être fermée par Abdoulaye Wade en 2006. Alors, nous continuons toujours notre promenade. Et là, on aperçoit le bateau qui nous vient de Dakar. Le premier consul des États-Unis au Sénégal, fii la logé woon ci kër gu rouge gi maison bi ci topp mooy université des mi-temps nga xam ne dañ fa doon former ay cadres pour def leen des mi-temps en renforcement de capacité avec des experts comme Cheikh Anta Diop, Rocher Garoudi, Kizerbo et consorts. Voilà, école bi nag Senghor moo créé woon en 1975 Abdoulaye Wade moo ko tëj en 2006 léegi la maison dañ ko jox fondation mémorial de Gorée lañ ko jox Amadou Lamine Sall moom moo ko yoree.
Et là, on aboutit sur l'espace, ce grand espace qui a servi de cimetière aux Hollandais en 1627. Alors, ce cimetière va uniquement abriter des Hollandais et des Européens, mais pas d'Africains au fait. Alors, l'emplacement du cimetière africain était du côté de la mosquée, à l'aboutissement de la rue qu'on appelle la rue des Donjons, qui passe devant le palais actuel présidentiel de la Maison Blanche. Et cet espace va aussi servir de dépôt de charbon pour ravitailler les grands bateaux, les bateaux qui devaient faire la traversée de l'Atlantique pour aller au Brésil, qu'on appelle les transatlantiques, qui venaient de Marseille. Alors, après cette période, on a aménagé ce qu'on appelle, on a monté des casemates, des batteries pour défendre cette partie. Et en 1852, on a construit ce grand fort, ce fort d'Estrée qu'on appelle, qui porte le nom de vice-amiral d'Estrée, qui est le premier Français à venir à Gorée chasser les Hollandais, qui a servi de fort jusqu'en 1940. Et ce fort va devenir, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une prison qui a servi à non seulement garder des caïds sénégalais, pour ne pas dire des Africains, mais aussi ceux qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale en 1940, les tirailleurs sénégalais. Et sur ce fort, vous voyez les canaux sur le dessus. Et ce bâtiment a été conçu par Pinet-Laprade en 1852 jusqu'à 1856. Et c'est en 1977 qu'un grand professeur Tillmans, qui est mort en 2001 à Saint-Louis, enterré à Saint-Louis, a eu à faire un programme pour créer ce musée historique qui loge dans ce bâtiment qu'on appelle le Fort d'Estrée. Maintenant, sur cet espace, vous allez voir qu'on a un espace aménagé actuellement, financé par l'Union européenne, et que pendant l'inauguration, on l'a nommé Place de l'Europe. Et que des activités sénégalais tels que Guy Marius Sagna s'y opposaient totalement, ce qui lui a fallu faire la prison. Et après le jugement, il est libéré. Mais il a continué dans cette lancée à revendiquer que l'Europe n'a pas d'espace, n'a pas de place ici à Gorée. Avec d'autres compatriotes, ils sont arrivés à changer la donne et que cette place maintenant est devenue la place de la libération. C'est pourquoi on a mis cette grande statue qu'on appelle la statue de la libération qui nous vient de la Guadeloupe par Michel de Chevry, une sénatrice qui l'a offert en 2002. Et vous voyez que le socle, c'est un djembé, moyen de communication. Alors, et ça relate ce qu'on appelle la révolte haïtienne de 1791 qui a mené à l'indépendance en 1805 ce grand pays africain où il n'y avait que des esclaves, avec en tête parmi les grands dirigeants de cette révolution Toussaint Louverture, que nous nous rappelons toujours de ces 20 esclaves qui ont su dire non à la domination et à ce grand crime. Et après cette révolution, on a eu à faire ce qu'on appelle l'anniversaire de ce grand massacre, d'où la présence de ce grand monument. Et après la bataille de 1944, les tirailleurs de Thiaroye ñi ñu rey leen ci camp bi ñi fi lañ leen tëjoon ci camp ci prison bi ñi yóbbu leen Thiès waaw prison lay nekk ba 1977 ku ñuy wax. Nous parlons aussi de la présence de ces tirailleurs qui sont revenus de 1940 après la guerre et internés dans ce grand musée. Alors j'en ai connu des Béninois qui avaient leur père parmi ces prisonniers qui, après avoir terminé la guerre, n'ont pas reçu leur pécule en France. Et là, ils sont revenus désarmés et on les a massacrés dans le camp de Thiaroye en 1944. Le reste ont été jugés et condamnés à 10 ans de prison. Le milieu était leur avocat. Alors, ces résistants, je veux dire, ont un peu bousculé à ce grand moment des indépendances. Parce que 15 ans après, on a vu des pays africains qui commencent à réclamer l'indépendance et qui sont allés à l'indépendance en 1960. Et de là, maintenant, nous allons prolonger cette petite promenade qui nous mène sur la rue des batteries, qui passe
devant la maison d'une crêperie de M. Cham, Malal Cham, et qui continue, qui passe devant la maison de l'imam, et jusqu'à l'arrivée de la maison qu'on appelle la maison Ndiouga Dieng, qui est une ancienne captiverie, qui est en face de cette grande maison, bâtiment qu'on appelle la maison du Soudan, qui a servi de garnison pour les trahir à l'époque. Voilà, donc nous n'allons pas continuer sur ces problèmes sans vous parler de deux grandes figures qui ont vécu dans ce grand fort, ce fort d'Esrei qui est devenu le musée. Nous avions Yadi Konbey, qui est une des grandes figures sénégalaises, un résistant, quelqu'un, comment j'appelle, un justicier au fait, qui à l'époque n'aimait pas voir l'état du pays entre les mains, toute l'économie du pays entre les mains des étrangers, des Français, des Métis et des Libanais-Syriens, qui se permettaient d'avoir des bonnes choses en ville, d'aller voir avec les enfants des moments de cinéma, de voir des films, à visiter aussi des boulangeries, des épiceries, et voilà, une bonne consommation. Et que les enfants de la Médina, de type Coco, les enfants aussi de cette partie de Dakar, qui était une sorte de toudi, ces enfants n'avaient pas accès à ces lieux de bonne vie. Alors lui, il demandait aux enfants de se servir à chaque fois qu'il y avait l'occasion de manger des fruits, de visiter des films gratuitement. Alors ça ne faisait pas l'affaire de ces exploitants, de ces étrangers. Alors d'où la présence de la police qui le traquait tout le temps. Alors il fallait avoir un grand nombre de policiers ou de gendarmes ou de militaires pour le prendre. Et chaque fois qu'il était pris, on l'amenait à Gorée, on l'enfermait. Et là, il est le premier à s'évader et à la nage, il est terré à Dakar. Alors ce grand justicier Yadi Konbey a tellement amené la vie difficile aux forces de l'ordre qu'en fin de compte, la police a négocié avec lui pour l'utiliser comme agent pour aller chercher des bandits, des malfaiteurs au niveau de la bande de Thiès qu'on appelle Aloukani. Et ce grand monsieur, vers la fin de sa vie, est devenu un maître coranique. Il a ouvert une école coranique à Ngekho. Et c'est de là où il a terminé sa vie. Il y a même une école privée qui porte son nom, à Ngekho. Alors maintenant, nous nous dirigeons vers la maison de la maison de Ndiouga, qui est une maison que le ministre de la Culture gère actuellement, occupée actuellement par des sapeurs-pompiers, un détachement de sapeurs-pompiers, une garnison. Alors, dans cette maison, il y avait des esclaves de case, des domestiques. Alors, dans beaucoup de maisons à Gorée, on constate cette présence d'esclaves de case, parce qu'il y a deux types d'esclaves, esclaves de trait, esclaves de case. Et que cette maison, si vous la voyez bien, il y a des traits qu'on appelle des meurtriers sur le mur. Ça veut dire que ça date de cette période anglaise. Alors, c'est les Anglais qui ont demandé à mettre sur les murs des bâtiments
qui datent de cette époque, de la présence anglaise, entre 1779 et 1800, et qu'il y ait des meurtrières sur les murs pour pouvoir défendre la maison. Et nous avons aussi d'autres maisons qui sont aussi des captiveries qu'on va avoir du parti de Gorée sur la partie est, telle que la maison des esclaves, le presbytère, la maison de Marie-Josée Crespin et consorts, qui avait aussi des captifs de case, voilà, qui partageaient ces maisons avec les métis, les propriétaires de ces maisons. Alors, si vous regardez bien les rues de Gorée, vous avez des plaques, et sur ces plaques, vous avez la rue de Dakar qui était une ancienne rue qui portait un nom français. Il y a François d'Assise, il y a François d'Azier, il y a François Xavier, il y a rue de Anne, rue de Eus sur la partie nord qu'on appelle le quartier Ponty. Alors vous avez la grande maison rouge qui est la maison du Soudan, qui est devenue un hôtel-restaurant où on mettait des soldats, des tirailleurs pour aller faire la conquête de l'Afrique pendant la période coloniale. Et là nous avons devant cette porte qui est, vous allez voir sur le tableau en haut marqué Kër Khadija. Alors Khadija, c'est une fille goréenne de la famille Douli qui est née ici à Gorée. Son père s'appelle Fallou Douli. Alors cette fille avait l'habitude de dire qu'il rêvait d'avoir, quand elle sera grande, une maison où il n'y aura que des enfants. C'est dommage, Dieu a décidé autrement. Elle est décédée très jeune, à l'âge de 15 ans. Et que là, son rêve, entendu par Valérie, une mécène à Gorée, une femme vraiment entreprenante. Alors cette femme a réalisé ce rêve de cette fille parce qu'elle a repris cette maison, l'a transformée en maison de Kër Khadija, en hommage à cette fille. Elle fait venir son père Fallou Douri pour gérer la maison avec une équipe qui s'occupe des enfants, qui les aide à mieux s'épanouir, renforcer leurs capacités, avoir une éducation bien renforcée dans beaucoup de domaines. Il y a une partie scientifique, on les apprend les mathématiques, la physique, on les apprend aussi la vue de la nature, on les apprend aussi, ils apprennent aussi leurs leçons. Et là, le soir, ils ont des goûters qu'ils prennent gratuitement. Et qu'il y a pour tous les âges, la petite enfance, de 2 ans à 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ici les plus grandes aussi, jusqu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à 15 ans, les enfants de Gorée sont là, c'est leur maison. Alors, personnel bi nekk ci biir diko nañ dugg ci biir leen personnel bi xalé yi nekk fi aussi mu nekk seen kër gratuitement nag amul fay xalé bu xëyee bu jàng école wàcc mën na fi ñëw ànd ak moromam di fo ñu organiser ko jàngal ko yar ko mu demat ñibbi këram guddi waaw anniversaire ko boo ko bëggee def mën nga fi ñëw def fa sa fête ñibbaat sa kër gi daal mun naa yaakaar naa ne ci sama xalaat commune d'arrondissement yëpp ci Dakar war nañ ko am ba même ci Sénégal def ko pour xale yi seen quartier ñu mën a mobiliser xale yi former leen yar leen jox leen ay valeur jàngal leen ñu gën a nekk ay nit unité bu ëllëgee ñu mën a liggéey dëkk bi. Les enfants de Gorée aiment cette maison, ils les adorent, vous allez les entendre, ils vont se prononcer là-dessus pour expliquer qu'est-ce qu'ils font dans cette maison-là. Alors, c'est une maison exemplaire que tous les maires du Sénégal devaient créer cette maison dans leur localité pour permettre aux enfants de s'épanouir et d'avoir un lieu où ils puissent venir se retrouver. Et là, on les inculque des valeurs. Alors, si on continue dans la maison, vous allez voir, il y a non seulement les enfants qui sont là, il y a des œuvres d'art. Et voilà les filles, une petite fille ici, elle est née à Gorée. Alors là, elle est en train de dire que dans cette maison, c'est une maison pour tout le monde, parce que c'est gratuit. La maison est ouverte tout le temps, 24 heures sur 24 pour les enfants. Elles peuvent y venir quand elles veulent, et à chaque fois, elles sont contentes d'être là. Celle-là aussi, elle est née à Gorée. Alors, ça, c'est la famille Bachinga, une des descendantes de Madou. Là aussi, elle va dire la même chose. On est là, la maison, et c'est pour tout le monde.
on est là et qu'on a même des stagiaires européens et européennes qui viennent souvent nous apprendre des techniques, des choses de la vie, nous apprennent aussi à jouer. Et là aussi, ils nous apprennent aussi nos leçons et nous donnent des exercices en mathématiques. Nous donnent aussi des cours en français, en anglais aussi, et en sciences. Et nous apprennent aussi à manier la terre pour faire des pépinières. Et voilà aussi une troisième fille, celle-là, sa mère s'appelle Marem. Elle gère les enfants dans cette maison, c'est la gérante, au fait. Après Fallou, c'est elle. Donc voilà, elle dit aussi la même chose, qu'elles sont là, elles font des devoirs. C'est une maison pour tout le monde, comme l'a dit les autres. Et là aussi, elle dit que ses copines sont là. Et elles rigolent un peu parce qu'elles attendent d'avoir des pains au chocolat, c'est des goûters. Et elle revient aussi là-dessus sur les stagiaires qui nous amènent des cadeaux didactiques, comme des caillots, du stylo, des crayons, voilà, et puis des outils scolaires. Et là aussi, il dit encore qu'elles les apprennent beaucoup de choses sur les sciences, mathématiques, SVT, et voilà, et aussi la langue française et l'anglais aussi. Et voilà Tata Marem, qui est la maman des enfants. Voilà, là aussi, elle revient, c'est ce que font les enfants ici dans cette maison. Elle qui les accueille, qui les encadre, qui les accompagne. Avec une équipe dynamique dans cette maison où il y a même des Européens qui viennent d'Europe, en stage, des jeunes, des jeunes qui apprennent la vie, qui ont fait des études, et voilà, qui apprennent comment vivre avec des enfants, comment les encadrer, comment les accompagner. Et voilà, Marem est une femme importante dans la vie des enfants. Et elle nous dit qu'à la maison vient de faire 8 ans. Depuis sa naissance jusqu'à présent. Donc, c'est une petite gamine, Khadija, qui fait son temps, son bout de temps. Et on espère que ça va arriver au bout. Donc, voir des générations qui vont naître et qui vont bénéficier de cette belle maison, de ce bon cadre de vie pour les enfants. Et voilà. Donc, voilà. Chaque fois que les enfants terminent les travaux scolaires, maintenant, c'est des parties de loisirs. Voilà, maintenant nous allons sortir de chez Khadija et on va vous amener durant cette promenade sur cette rue qu'on appelle la rue qui passe à l'intérieur du fort Orane, du premier fort Orane. À l'époque, il n'y avait pas de maison au fait, c'était vide, l'espace vide. De là, on voyait la mer en pente. Et de là, les Hollandais ont fait le premier fort en 1628, qu'ils appelaient le fort Saint-Nassau. Et ce fort va être démantelé par les Anglais en 1779. Alors là, à la place, il y aura 2 espaces vides. Ça permettra maintenant aux Anglais de commencer à donner des concessions à des familles métisses. C'est en 1786 maintenant que Boufflers va donner le gros lot de cet espace à des habitants de Gorée qui vont les construire, d'où cette présence de ces maisons. Vous avez à gauche la maison de Valérie, là-bas au fond la maison blanche, vous avez la maison de Limon, qui sont gérées maintenant par ses enfants. Et à droite, vous avez la maison CI. Et au bout, en face de la maison blanche, vous avez la maison, le musée de la mer. Cette rue-là. Alors, si on continue la promenade, sur la rue des Batteries jusqu'à l'angle, à gauche, on tourne, nous avons la rue du gouvernement. À gauche, nous avons la maison de George Soros, un milliardaire américain qui est né dans les pays de l'Est et qui est devenu milliardaire aux États-Unis et qui est venu à Gorée acheter cette maison, mais il n'occupe pas. Cette maison est gérée par l'Institut, Gorée Institut, qui est une institution qui travaille sur la démocratie et sur les conflits en Afrique. Voilà, une bonne institution née dans les années 2000 avec autant d'Abdoulaye Wade qui les a donné ce bâtiment qu'ils avaient transformé. Et c'était la maison du Soudan. Maintenant, ils ont déplacé, ils sont sur la rue de Boufflers, angle rue du Cassel, géré par un jeune Goréen Doudoudia. Alors, donc loolu moo doon résumé mbedd bi ñu nekk nag mooy la rue du gouvernement parce que mooy génne ji net ci mairie Gorée
xam ne fa le gouvernement bi nekkoon au temps de Pinet-Laprade bi Gorée nekk commune aussi maire yi commencé di fa nekk di ko exploiter. Alors donc bâtiment bi moo doon premier poste bu Gorée après ci lañ ko déplacé yóbbu ko fële sur en face de la mer ci booru SNCF de Beaufort hôtel de Beaufort fii la njëkk a nekk léegi maison d'hôte la et dañ koy louer def ko ay résidence. Si on continue cette rue qui nous mène directement vers la mairie de Gorée, la du gouvernement, alors on a à droite une ancienne maison qui servait de poste pour les lettres et les courriers. C'est la première poste ici à Gorée, maintenant qui se trouve juste en face de la mer, sur le bâtiment BNTCR. Alors, maintenant cette maison est devenue une maison d'hôte, musée de la mer, souliée par les privés qui l'utilisent. Et on a un grand bâtiment qui servait de maison de commerce, qu'on appelle la maison de Vess, et qui est devenu musée de la mer, géré par l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire. Alors, tout ce qui nous vient de la faune marine sont exposés dans ce bâtiment. Un musée qui est resté longtemps fermé, avant la Covid, après la Covid. Maintenant aussi, elle est encore refermée parce qu'il y a des travaux à faire. Et j'espère que ça va bientôt reprendre ses activités parce que ça permet aux visiteurs d'avoir des données qui nous viennent de la mer. Tout ce qui touche la pêche, les poissons et l'environnement de la mer et l'état même des lieux de la mer, la pollution et tout. Alors on peut l'apprendre au niveau de ce musée. Et à droite, nous avons le grand bâtiment en blanc, c'est le laboratoire biologique, qui est une ancienne maison où logeaient les commandants RIS, les commandants de Gorée. Après, c'est devenu une maison privée. Après avoir été laboratoire biologique, c'est là où on testait tout ce qui est produit qui venait de la mer. Alors, si on continue promenade, nous arrivons maintenant là où vous voyez ce bus de Blaise Diagne, qui est un grand monsieur qui est né ici à Gorée le 13 octobre 1872. De par sa mère, Niagne Prera, et son père, Nyokhor Diagne, qui nous vient de Gagnoul, et sa mère, descendante d'une dame sec qui nous vient de Bargny. Et Blaise a fait ses études ici, sous tutelle d'Adolphe Crespin, qui était son tuteur, qu'il appelait Blaise, et qu'il amène à l'école des frères pro-armères. Et là, après ses études, il va aller en France pour renforcer ses capacités et faire des études supérieures. Mais là-bas, il ne va pas réussir parce que, handicapé par des maladies et le climat, il va revenir au Sénégal et faire un concours à Saint-Louis et devenir douanier. Et de là, il va servir dans les Antilles, il va servir aussi au Gabon. Et là, il va rencontrer le grand guide spirituel Cheikh Amadou Bamba, avec qui il va recevoir ses prières, il va lui donner même des papiers et puis des écritoires avec de l'encre à l'intérieur. Il est le premier à donner ça au guide spirituel. Alors, il recevra maintenant la bénédiction de ce grand cheikh. Et de son retour, il va se présenter aux élections législatives en 1914. Il va être le premier Africain élu à l'Assemblée française. Donc, ce grand monsieur a travaillé ici pour l'intérêt de la France, certainement. Il a aussi intervenu souvent pour donner secours à ses frères africains qui étaient dans beaucoup de difficultés, exploités avec des travaux forcés et tout. Il s'est battu aussi pour l'intérêt des Bordelais, qu'il défendait souvent, parce que pour pouvoir faire mener une bonne vie politique, il fallait qu'il soit soutenu. Alors, d'où son engagement au niveau de la franc-maçonnerie, au niveau des Antilles. Ce qui fait qu'après, quand il va tomber malade et mourir, avant même de mourir déjà, il a eu à intervenir au niveau local, au niveau de Touba, pour dénoncer le comportement de Téléry, qui devait prendre des commissions sur la grande mosquée de Touba. Alors Blaise va le dénoncer et il y aura un procès après, que Téléry va tenter contre Blaise, que Blaise va gagner. Donc on lui doit au moins ça, là au niveau de la communauté des Mourides. Parce que sans ça, Téléry allait gagner beaucoup d'argent en commission, et c'est un fonctionnaire, il ne devait pas le faire. Alors, après la mort de Blaise, il est mort à Cambolobé le 11 mai 1934. Il fut député de 1914 à 1934. Il fut aussi maire de Dakar en 1920 jusqu'en 1934. Sous-secrétaire de l'école en 1931 1932. Et après sa mort, il va être enterré devant le cimetière de Soumbédioune, parce qu'il souhaitait être du côté de sa mère et que les Lébous ne voulaient pas qu'il rentre dans le cimetière. Et de là, après ce bus de Blaise Diagne, ce grand monsieur qui porte le nom d'AIBD, les
l'aéroport international de Dakar et le lycée et l'avenue Blaise Diagne. Nous sommes maintenant en présence ici devant cette grande statue, ce monument dédié aux morts qui date de 1881, conçu par la mairie de Gorée et qui représente ces grands médecins dévoués à la cause de ces malades lors de l'épidémie de fièvre jaune de 1878, qui est une maladie meurtrière qui a décimé presque la population de Gorée. Alors, Gorée a connu des fièvres jaunes depuis 1779. Alors, sur la liste, vous allez voir, c'est des noms de médecins qui étaient dans la sous-région, uniquement Gorée, Gorée Saint-Louis à l'intérieur, même à Dakar, qui sont inscrits sur cette plaque, avec une sœur qui faisait partie de la congrégation de Saint-Joseph de Clény, avec Anne-Marie Javier qui est arrivée à Gorée en 1822, venant de Saint-Louis en 1819, où elle avait ouvert une école, les frères de Saint-Joseph de Clény, qui travaille bien pour aider la population, pour aider la population, pour aider la population. Statut, nous avons un grand baobab, un baobab né. Un baobab qu'on appelle un baobab bonsaï, parce qu'il est très court, il ne grandit pas. Et ce baobab nous vient des îles de Madeleine. Alors, c'était le jardinier de Boufflers qui s'appelait Petit Guillaume, en expédition avec le commandant. En revenant, il a déterré un baobab. En le déterrant, la racine principale s'est coupée. Alors, il a réimplanté ici en 1786. Ce qui fait que plus de 200 et quelques années, le baobab est là, avec ses branches qui retombent en forme de chapeau. Alors, c'est un arbre mythique, un arbre qui peut faire 6000 ans, où tout est utile sur l'arbre. Avec les Écosses, nos grands-pères, les grands navigateurs, c'est tout, en faisaient des voiliers pour les grandes piques, pour faire les grandes traversées, telles qu'aller en Amérique, par exemple. Avec ces mêmes écorces du baobab, on faisait des cordes pour attacher nos habitations, attacher nos animaux, faire aussi des cordes pour puiser de l'eau. Vous voyez que le baobab intervient dans la vie des populations à plusieurs niveaux. Nous avons aussi les feuilles avec lesquelles on peut faire une sauce pour le mélanger avec le couscous. Alors, les fruits, c'est très thérapeutique avec beaucoup de calcium, beaucoup de
ah ñoom ñooy hôtesse bëri nañu fa trop y a beaucoup de femmes là-bas ak seen œuvre yi macha allah ah man ça va bien. Venez de Malte au Sénégal, centre médico-social. Là, nous sommes sur la rue qui nous mène vers l'église. Et là, nous sommes devant la maison de Catherine Louet, qui était la doyenne des Signares. Catherine était la plus riche femme de Gorée, métisse. Elle avait 83 esclaves de case, dont les 25 étaient des femmes. Alors le reste étaient des hommes. Une femme de poigne, une femme responsable qui revendiquait ses droits et qui participait à la vie et au développement de Gorée. Elle intervenait dans presque toutes les choses. Rien ne se faisait dans l'île sans la présence de Catherine Louet. Elle est lusophone à l'origine parce qu'elle vient de Rufisque. Cette dame était mariée, Catherine était mariée à M. Osnak. M. Osnak, Monsieur Osnak, qui est un Français, commandant de comptoir à Saint-Louis du Sénégal, président de commandant de comptoir à Saint-Louis du Sénégal. Monsieur Osnak avait conçu ce grand bâtiment qui abritait des cases depuis 1756. Ce bâtiment a été rénové plusieurs fois et ça a servi de dispensaire. Et après, c'est devenu un centre socio-médical. Moi, j'ai une fille qui est née dans cette maison en 2004. Alors, dans cette maison, nous avons les sœurs de 5 heures de Marie qui sont nées à Gorée. Alors, nous avons une fille goréenne qui s'appelait Joséphine de Saint-Jean, qui est une jeune fille terrible qui vivait comme les hommes, montait à cheval, faisait du sport et tout, qui aimait s'habiller comme les hommes. Et qui un jour, avec la connaissance de la congrégation des chefs de colonie, a eu cette belle idée de devenir une sœur. Elle est allée rejoindre cette congrégation à Dakar et elle est devenue sœur. Que sa meilleure copine, Thérèse Sagna, qui a attendu un moment chercher sa copine partout, elle ne la trouve pas, on lui donne l'information que Joséphine est allée voir les sœurs à Dakar. Elle a rejoint et elles sont les premières sœurs formées dans cette congrégation qui sont devenues les sœurs de 5 heures de Marie. Elles s'occupent de l'église, elles s'occupent aussi de la maison. Elles sont très utiles à Gorée, ces sœurs. Maintenant, dans l'établissement, nous avons un éthiopathe, un journaliste, des sages-femmes qui sont là, qui s'occupent des naissances et des infirmières de santé. Voilà. Et à côté, nous avons l'église, la 4e église. La première église, elle est portugaise, 1481. La deuxième, elle est hollandaise, dans le fort hollandais. La troisième, elle est française, dans l'emplacement actuel du relais de l'Espadon, qu'on appelle la maison du commandant en chef, qui avait incendié en 1799 par les Martiniquais, qu'on avait fait venir à Gorée pour s'occuper de la tranquillité et mettre de l'ordre dans l'île. Il y avait des conflits, entre 99 ñuy fêté Noël ñom ci église bi nga xamné négu ñax la sondal nek fa ñu mandi sondel tak dal di daanu ci ñax mi tak église bi dal di lak église bobu nak jamono joju mo don jouer rôle. C'est que cette église qui a été installée en 1799 est fait par les Martiniquais parce qu'ils étaient ivres et ils ont mis le feu sur des bougies qui ont touché la paille. Et cette grande église à l'époque,
s'appelait l'Enfant c'est Jésus, s'occupait de tout ce qui est état civil, les mariages, les décès, les baptêmes et tout. Voilà. Alors, dans cette église était ce grand registre où étaient notées toutes ces données d'état civil. Alors, qui a pris prendre feu. Et Madame Jouga, en tant que métisse insulaire, a su que si on perd ce registre, nous perdons beaucoup du patrimoine, a risqué sa vie pour récupérer ce grand registre et elle l'a récupéré. Et cette grande dame, Étienne, cette dame d'Étienne Jouga, qui était son mari, a fait ce grand boulot, a sauvé Gorée de son patrimoine, de son passé historique, à travers ce grand risque, en bravant les braises, le feu dans cette grande église. Après cette église, on a mis presque beaucoup de temps à avoir une autre église, et c'est la fille de Nicolas qui avait donné sa maison sur la rue de Boufflers, qui servait de lieu de culte. Et c'est en 1830 qu'on a terminé cette église Saint-Charles-Borromée. Et en pleine traite négrière, on n'a pas encore aboli l'esclavage, et que cette église est toujours là, qu'on appelle l'enfant, l'église Saint-Charles-Borromée, qui date de 1830. Alors là, nous sommes sur la rue Gourmet. Alors la rue de Gourmet, c'est une belle petite ruelle de Gorée qui est diagonale avec la rue de Boufflers et la rue Kamel. La rue Kamel, c'est juste là où on voit le début de la montagne, le Cassel. Et les Gourmets, c'était des catholiques, des captifs catholiques qui travaillaient à décharger des bateaux, à faire des travaux au niveau de Gorée, différents des musulmans captifs qu'on appelait les Mohammedans. Alors, s'ils étaient soldats, ils étaient armés. Alors, les dames que vous voyez là descendre, c'est des Goréennes. Voilà, c'est des Goréennes qui travaillent au niveau du marché. Elles viennent du Cassel. Alors, cette belle rue nous mène vers cette rue qu'on appelle la rue du Kamel. Je ne sais pas qu'est-ce que Kamel est venu faire dans cette petite île. Kamel qui s'est tellement nommé pendant la période anglaise, qui veut dire chameau. Alors, nous sommes maintenant là sur la place de la mosquée, l'espace de la mosquée. Nous avons une belle maison blanche juste à côté, qui était la maison du notaire Kess. M. Kess, qui était le notaire et le greffier en chef au niveau du tribunal, qui a laissé ce grand bâtiment, totalement sans héritier. Et Senghor l'a nationalisé à partir de 1975 et en faire un palais présidentiel. Et Senghor venait présenter cette maison. Son fils aussi, Philippe, venait passer des week-ends avec ses amis. Dans cette maison, vous voyez, ce bâtiment est en face du palais de Dakar, et de 1900 à 1907. Alors, Senghor est le seul président qui a mis les pieds dans ce bâtiment et qui venait pour s'inspirer et faire des poèmes. À part Senghor, les autres n'ont pas mis les pieds. Abdou Diouf, en 19 ans, n'a pas mis les pieds dans cette maison. Il y a uniquement sa belle-fille, la fille qu'on appelle la fille de Habib Diouf, qui est venue dans cette maison l'occuper parce qu'elle venait visiter Gorée. On l'a dit que cette maison est sous la gérance du président de la République. Elle a demandé les clés, on lui a donné la maison, elle a transformé un peu l'espace. Elle a mis des coquillages. Elle a aussi aménagé ce petit jardin que vous voyez devant. Elle a repris la maison, fait des balcons, voilà, changé les linge et tout. Et organisé des soirées, des dîners avec ses amis. Et son mari était tous les soirs là, dans ce jardin, on le voyait très, un jeune très ouvert, très sociable aussi. Il parlait à la population, qui ne se gênait pas. Voilà. Et c'est en 2000 qu'on a fait des élections et que Abdoulaye Wade est arrivé. Et depuis ce jour,
la maison est reprise avec le nouveau gouvernement géré par le monsieur président Abdoulaye Wade, qui n'a pas mis les pieds dans cette maison. Alors, la seule fois que j'ai vu la maison était ouverte, c'était pour faire l'exposition Regard sur cour. On les a permis de faire exposer un artiste qui a fait des œuvres d'art à l'intérieur, c'est tout. Depuis la maison est formée. Nous, on connaissait bien la maison, on fréquentait la maison. Il y avait une famille Diouf qui était là. Moi-même, j'ai baptisé une de mes filles dans cette maison, qui s'appelle Mame Diarra. Alors là, cette maison qui avait des gérants, une femme qui s'appelait Fatou Diouf et son mari, qui était gendarme, ont été affectés à Dakar. Et la maison est encore refermée. Donc on a perdu cette faveur qu'on avait dans cette maison où on pouvait téléphoner et utiliser l'eau et tout. Alors à côté, vous avez la mosquée. Alors entre la mosquée et maintenant et ce grand palais, nous avions le grand cimetière qui est un cimetière des Noirs, parce que les Noirs, on les enterrait là et les Blancs, autant de Hollandais, on les enterrait au nord. Alors cette mosquée est très symbolique, qui symbolise le bon rapport qu'il y a entre les chrétiens et les musulmans actuellement à Gorée. Alors, cette maison est un cadeau d'un certain Sulman Gom catholique à la communauté musulmane à l'époque. Alors, ce geste date de 1952 et les musulmans ont mis du temps pour faire ce bâtiment qu'ils ont copié sur le bâtiment de la Maison Blanche qui est devenu le palais présidentiel, qui date de 1830, et que cette mosquée, la construction date de 1892, parce qu'ils n'avaient pas une idée de quoi ressemblait une mosquée. Donc ils ont pris juste l'architecture du bâtiment à côté, qui est la Maison Blanche, qui est l'actuel palais présidentiel. Alors, vous avez des imams connus dans le passé, Imam Diakhaté, Imam Thiam, nous avons aussi l'imam Dem, Imam Si, Imam Dia. Et là, nous avons maintenant Imam Ba là-bas, un jeune de Gorée qui est né ici dans l'île, avec son adjoint, Adamo Ba. Alors, cette mosquée juste qui ferme l'emplacement des cimetières. Alors, ces cimetières qui datent depuis la période portugaise 1444. Avec l'arrivée de Saint-Germain, on a interdit l'enterrement, il n'y avait plus d'espace. Et Saint-Germain a pu avoir avec Eliman Diop, l'élément de Dakar, le roi de Dakar, un espace à Bel-Air, qu'on appelle Bigne, un espace pour servir de cimetière. Alors, ce cimetière date de 1832. Jusqu'à présent, on n'enterre plus de morts à Gorée. Et à l'époque, on verra dans ces cimetières une présence catholique et musulmane. Parce que notre imam est entré dans ces cimetières et d'autres. Alors, ce qui montre bien le bon rapport que les catholiques et les musulmans avaient dans l'île de Gorée. Alors, si on dépasse la mosquée, juste derrière, cette grotte qu'on appelle, cette verticale de pierre qu'on appelle les orques sur la montagne, sur la façade ouest, en bas, nous avons une grotte de 30 mètres où on enterrait des captifs, des prisonniers, aussi où la population de Gorée allait s'abriter lors des bombardements. Cette grotte a abrité à un moment ce grand homme, ce saint, Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Le blanc, les Français avaient amené dans cette grotte pendant quelques temps avant de l'amener juste du côté de l'église, accompagné de Mame Michel Sen qui s'occupait de lui, qui faisait le linge et s'occupait de ses repas. Voilà, c'est après que maintenant, après, Seydina Limamou Laye a été jugé et retourné à Cambérène. Et cet espace est un espace spirituel autour de la mosquée. Les gens viennent prier là pour demander des faveurs à Dieu, pour exaucer des prières, que Dieu les exauce. Alors cet espace est béni. Il faut connaître cet espace pour y venir tout le temps. Elle est très bénéfique pour les musulmans et très pratique. Maintenant, on va faire escalader ces escaliers, aller sur la montagne qu'on appelle le Kassel, que les Hollandais sont les premiers à aménager.
Là, nous avons devant le centre de compostage. Quand les ordures de Gorée sont nettoyées, on trie tout ce qui est organique, on les amène là, dans ce centre, on les transforme en compost pour mieux verdir l'île de Gorée, faire un peu de potage et un peu de jardinage que nous voyons dans ce centre, avec cette bâche qui est maintenant détruite et qu'on n'a pas pu reprendre, et qui est un projet qui date d'il y a plus de dizaines d'années, que la ville de Durban et Dar es Salaam avait financé. Alors, ce centre de compostage est très important, que toutes les communautés du Sénégal, d'Afrique devaient copier et essayer de faire de même pour gérer les ordures qui posent des problèmes à nos pays. Centre de compostage, compost lañ fi defar. Galerie la ci nek Gorée, ñu ko galerie de tableau de sable. Alors là, nous avons devant un artiste qui en a tant d'autres qui font à base de sable des tableaux d'art, que moi j'appelle des artistes sabliers. Alors, ces artistes sabliers, il y en a un qui s'appelle Maguette Diaw, qui est là devant nous, qui fait des beaux œuvres, vous le voyez. Il est là devant, dans un cercle qu'on appelle des casemates, qui abritait des CA, des défenses contre les avions, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors en bas, vous avez des souterrains habités par des familles. Alors tout autour de cet espace du Cassel, vous allez voir des artistes comme ça qui font des tableaux à base de sable. Dans des infrastructures qu'avait mis en place l'armée française à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, nous sommes devant un grand monument, le monument qu'on appelle le mémorial de Gorée Almadies. Alors, ce monument est symbolique parce que ça nous rappelle la traite négrière, le transport des bateaux des voiliers qui allaient en Amérique en traversant l'océan Atlantique. Alors ça, c'est l'œuvre du président Abdou Diouf, il l'avait mis en place depuis 1989. Alors, on l'a réalisé en 1999, au mois de juin à décembre 1999, inauguré le 31 décembre 1999. Alors, le monument fait 16 mètres de haut. Alors, c'est une réplique, mais le vrai monument devait être construit à Dakar, sur la corniche ouest, à côté, en face de l'ambassade du Japon, juste à l'emplacement de l'ancienne école Jacques Fossette qui a été détruite pour abriter ce monument qui n'est pas encore construit. Parce qu'après ce monument, le départ d'Abdou Diouf, Abdoulaye Wade n'en voulait pas, il a fait le monument de la Renaissance. Macky Sall qui vient à sa place, qui le remplace, lui, il promet de le faire, puisqu'à présent il ne l'a pas fait. On a fait la pose de la première pierre avec Amadou Lamine Sall, qui est le commissaire du mémorial, à présent. Il gère une fondation à Gorée, on lui a donné un logement maintenant à Gorée qui doit réhabiliter. C'est l'ancienne école Université des Mutants. Alors, ce monument est né avec le soutien des Africains de la diaspora. En 1978, Bill Clinton est arrivé à Gorée avec Jesse Jackson et d'autres grandes figures africaines. Après leur départ, le monument est mis en place, construit par l'État du Sénégal avec la société, à l'époque Forgerol, qui est devenue Eiffage. Alors, ce monument doublement symbolique, non seulement nous rappelle ce moment dur, ce moment difficile de souffrance de la traite des Noirs, et qui est terminé maintenant parce que ce bateau en forme qui est en train de chavirer, le voile il est de l'autre côté, les carreaux symbolisent la mer. Alors c'est un arche d'alliance maintenant qui permet à toutes les nations de la Terre de venir échanger, se rencontrer et faire connaissance. Voilà. Juste à côté du mémorial de Gorée, vous avez un grand artiste, Babacar Dramé. Babacar Dramé, un jeune Saloum, un jeune Baïfal, vous avez vu ses colliers au cou. Alors Babacar, il a fait le Japon, il a fait les pays d'Asie, il est revenu il y a quelques années. Alors, il est venu juste avec un savoir-faire, c'est prendre du sable, les mettre dans des bouteilles et créer des figures, des grandes figures dans ces bouteilles, les fixer et que ça ne bouge pas. Même si vous remettez la bouteille, l'œuvre ne change pas, ça reste intact. Alors, pour moi, c'est un grand œuvre d'art, un grand artiste. Et il met les grandes figures, les résistants. Il met les marabouts, il met les résistants africains, les hommes politiques, les savants. Il met tout le monde dans ces boutiques. Alors, dans ces boutiques, vous allez voir beaucoup de monde. Les Bob Marley, les Martin Luther King, les Marcus Garvey et consorts, les Thomas Sankara. Et voilà, il met aussi des signals. Voilà, les Che Guevara, Lumumba, alors toutes ces grandes figures africaines, Aline Sitoé Diatta,
figure sur la façade de ces bouteilles, qui ont un serveur. Alors, ce monsieur devait être soutenu, accompagné, parce que c'est du savoir-faire, c'est de l'art pur. Alors, ce monsieur, si on l'encadre, il pourrait former des jeunes pour qu'ils puissent accéder à cette connaissance, parce qu'il est le seul à le faire. Alors, étant mortel, si on ne l'accompagne pas et qu'on n'enseigne pas ce savoir-faire à d'autres personnes, sur le mort, il part avec. Donc, on va perdre ça dans nos environs. Et que Gorée mérite d'avoir des gens comme Babacar Dramé qui travaillent, qui transforment la nature. Alors, tout est à côté de lui. Parce que le sable, on le trouve là dans ce pays. Les bouteilles, ils sont là dans le pays, ils sont vus. C'est avec un bout de bâton qu'il fait le reste. Et voilà, les couleurs, il prend un peu de colorant, il colore le sable et ça y est. Et voilà, ça demande une certaine dextérité, une connaissance pour former les figurines et mettre les noms, les trucs dans les bouteilles et ça marche. Alors, je l'encourage beaucoup et c'est un exemple pour la jeunesse. Il pouvait aller au Japon et revenir, garder son argent, faire autre chose, investir dans le transport ou dans la restauration, autre chose, non. Mais il a préféré apporter un savoir-faire, un métier qui fait vivre le patrimoine, qui permet aux visiteurs d'avoir des rencontres et de trouver sur place des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc je disais, ces canaux qui nous viennent de Ruel, à côté d'Angoulême, qu'on est descendu sur le quai de Gorée et on a mis des rails pour les acheminer à la montagne. Ces rails, on les appelait des décovilles, parce que c'est des décovilles qu'il avait créés. C'est des rails qui ont un écart de 60 cm. Alors on a trouvé même des traces au niveau de Gorée, au niveau des souterrains, sous les canaux. Alors, ces canaux font partie d'un programme de renforcement de capacité de défense dans les colonies par la France. Et qui les a montés et qu'on a utilisés en 1940. On les a aussi tous les mois de novembre pour magnifier la présence française. Et que pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a débuté en 39-40, au mois de juin, les Allemands occupent la capitale française. Pétain qui va capituler, qui est nommé président en 1916 et en 1900 qui était le président de la France, Pétain, qui va capituler en 1940. Et De Gaulle, en bon soldat général, va aller à Londres et demander le soutien des Anglais qui vont le supporter, qui vont l'accompagner. Et là, ils ont un projet de venir en Afrique, qui est la capitale Yoff, récupérer tout ce qui est arsenal marine, récupérer aussi l'argent qui était caché dans les souterrains ici à Gorée et à Thiès, puis qui vont se retrouver à Gaï, au Mali. Alors, à l'époque, Basson était gouverneur de l'Aoyof, un pétainiste. Il ne va pas accepter la présence de De Gaulle et les Anglais parce qu'il craignait que les Allemands répliquent et attaquent l'Afrique de l'Ouest. Ce serait catastrophique pour nous, les Sénégalais. Et il va refuser à De Gaulle sa présence et De Gaulle va tout tenter et il n'a pas réussi. Alors là, ça va permettre aux Anglais de s'y mêler et le bombardement va commencer dans la nuit du 22 vers le 23 septembre 1940 jusqu'au 25 septembre. Et ces canons vont tourner pour défendre cette partie de Gorée. Il y avait des canons au Cap Manuel, il y avait qui sont à Toubab Dialaw, à Rufisque, à Ouakam, un peu partout autour. Et pour défendre le territoire français, qui est une colonie. Alors ces bombardements ont permis à la France de résister pendant 3 jours. Et les Anglais vont attaquer Dakar et Gorée. Ils vont détruire des maisons à Gorée, ils vont bombarder le palais du commandant en chef, détruire les salles de machines où il y avait l'imprimé de l'Aoyof. Ils vont attaquer la mairie de Gorée qui va recevoir des obus. Ils vont bombarder le port de Dakar en détruisant un bateau qui contenait des graines de palmier qu'on va traîner sur les côtes de Gorée pour le faire couler par... C'est le bif qu'il a traîné et c'est Hardy qui l'a coulé. Et c'était le 25 septembre 1940. Alors De Gaulle va tout faire pour accéder à Dakar, ça n'a pas réussi. Et que ce bateau qu'on a détruit dans le port de Dakar qui transportait des graines de palmier est un bateau danois mais pas anglais. Alors ça, nous le tenons du professeur Descamps, qui est le grand professeur qui était ici à Gorée. Alors ce bateau juste au fond, c'est pourquoi la chaloupe contourne cette bouée rouge en venant à Gorée. Après ces bombardements, ces canons ont vécu à travers un récit de Maurice Maillard qui a fait des ouvrages sur Gorée, les garnisons de Gorée, qui nous retrace cette grande bataille de Dakar. Alors c'est des canaux de 14 km en moyenne, ça peut faire au-delà de 14 km.
ça dépend de la puissance des tirs. Ils ont monté dans les deux extrémités est, sud-est et sud-ouest de Gorée 2 télémètres, des appareils pour mesurer la distance d'un bateau qui est en mer, pour pouvoir créer un angle de tir et donner l'information aux canonniers qui peuvent atteindre leur cible complètement. Alors, c'est des canons rotatifs qui tournent sur eux-mêmes, sur 360 degrés. Alors, ces canons, depuis le départ des francs 162, ont été coupés, voire les deux gueules coupées, sciées au chalumeau. Alors, ces canons qu'on retrouvait aussi au Cap Manuel ont été sciés et vendus aux ferrailleurs. 16 de Gorée ont survécu parce que c'est à Gorée. On ne peut pas les voler parce que la présence des gens sont là tous les jours. Il y a une présence continue 24 sur 24 à Gorée que les gens ne peuvent pas venir à leur faire ce sale boulot. Et voilà, donc après cette guerre, De Gaulle qui va échouer à Rufisque, où il a fait une dernière tentative, n'a pas réussi. Il va se retrouver au Congo-Brazzaville. Et là, il va convoquer la conférence de Brazzaville qui va lui permettre de recevoir des tirailleurs et l'adhésion de beaucoup de pays du centre de l'Afrique, puis même de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, qui permet à la France de libérer la capitale française. Et après cette guerre, nous verrons ces tirailleurs, vaillants tirailleurs qui ont aidé la France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, se voir souvent attrapés par les Allemands, utilisés à faire des sales boulots, et après on leur a donné des pécules qui sont entre les mains des officiers français. Et après cette guerre, ces vaillants soldats ont demandé leur pécule à la France. La France a payé les Blancs, les soldats français, mais pas les Africains. Ils les demandent d'arriver à Dakar pour être payés. Ils embarquent dans un bateau, arrivent au Maroc, une bonne partie va disparaître. Sur les 3000 et quelques, une bonne partie va disparaître, d'après Almel Mabon. Alors, le reste va arriver à Dakar. Je pense fin novembre, pendant le mois de décembre, et ils vont être désarmés et là ils vont réclamer leur pays. Cette fois-ci ils vont être surpris parce qu'on va les dire d'attendre d'arriver chez eux, c'est-à-dire le Togolais à Lomé, l'Ivoirien à Abidjan, le Guinéen à Conakry, le Malien à Bamako, et ainsi de suite. Voilà. Ils vont dire non, vous nous avez promis de nous payer en Afrique, nous sommes en Afrique, on est au Sénégal, on est à Tchad, il faut nous payer. Alors, dans ces tiraillements, ils vont séquestrer un officier français. Ils vont refuser de le libérer tant qu'ils ne sont pas reçu leur pécule. Alors, ce qui fera que l'armée française va sortir de ses voitures mitrailleuses. Il va les bombarder, il va tuer beaucoup de ces Africains, créer un hécatombe dans le camp, les enterrer. Le reste, ils vont être jugés, enterrés, jugés et enfermés dans le fort de Gorée, le fort d'Estrée, la prison. Une partie à Thiès. Alors ça, c'est le prix que la France a payé à ces gens qui l'ont aidé pour libérer son pays. Alors, les Africains ne vont jamais oublier ce massacre de Thiaroye 44. Et ce qui fait que les indépendances vont très tôt arriver parce que ça va booster les esprits à aller vers les indépendances parce que c'est une trahison, une grande trahison de la France. Nos États n'en parlent pas. Ils ne veulent même pas en parler et pourtant, on devait réhabiliter ces gens-là avec leurs familles qui sont là parce qu'ils sont tous morts, c'est tirailleurs. Et que la France a montré que c'est un pays de traite, c'est un pays qui n'est pas reconnaissant au fait du tout. Parce que tout ce que ces gens-là ont fait pour la France, voilà ce qu'ils les payent, c'est des plombs qu'ils ont reçus à Thiaroye 44. Alors, ça nous apprend beaucoup de choses par rapport à nos rapports avec ces pays européens qui exploitent notre pays, qui nous humilient et qui nous devaient pourtant beaucoup de respect. Mais dommage. Je pense que ça devait nous éveiller, nous permettre de nous prendre en charge et d'attendre rien des autres pour pouvoir développer notre pays. Alors, ces canons, on les utilise tous les fins du mois de novembre. C'était pour magnifier la présence française qui est arrivée à Gorée en 1777. Et voilà le résumé de ces canons qui sont supportés par un bâtiment qu'on appelle la tourelle qui date de 1902 jusqu'à 1907, aménagé plusieurs fois. Maintenant, nous descendons des canons, nous prenons la rue des Baobabs et arriver devant l'école des jeunes filles. L'école des jeunes filles, l'école d'excellence, qu'on appelle l'école Mariamoba, qui abritait au début, pendant la traite négrière, une captiverie de femmes. Vous savez, on a dit que Gorée, il y avait 5 captiveries. Alors, 5 captiveries qui ont déjà débuté, pas pendant la période portugaise, mais hollandaise. Dès que les Hollandais sont arrivés, ils ont fait un fort, Saint-Nassau. Il y avait une captiverie dans ce fort, une poudrière, la maison du commis et des batteries. La deuxième, c'était l'emplacement du relais de l'espoir, donc on appelle la maison du commandant en chef. La troisième, c'était le jardin public, le jardin qui a été transformé en terrain de football actuellement, qui est un jardin botanique, jardin d'essai, Michel Alenchon. La quatrième, c'est cette école de jeunes filles, où il y avait la captiverie de femmes, uniquement que des femmes qui étaient choisies, de grande taille, pour les coupler avec des hommes, des Yoruba, des Ibo, pour créer des étalons.
pendant la traite négrière pour mieux les commercialiser. Et la cinquième, c'était l'emplacement actuel de la villa du Cassel, au bas du Cassel, qui était la cinquième capture de Gorée, où on mettait les captifs de traite, pas les esclaves de cadre. Les esclaves de cadre, on les trouvait dans toutes les maisons. Alors, souvent, on voyait qu'il y a des, il y a des histoires entre les négriers qui, voulant pas se séparer d'une esclave à qui est tombé amoureux un homme, par exemple un blanc, alors il le vend à d'autres gens et ça a amené des conflits, de duels même, entre les négriers, entre eux-mêmes. Il y en a eu un cas, au temps de Blanchot, on a vu une belle femme noire, une belle femme noire qui aimait le secteur de Boufflers et ça n'a pas réussi parce qu'il n'a pas eu pouvoir la marier parce qu'on l'a empêché non seulement de la voir et on a vendu cette dame à un autre monsieur de Bordeaux. Et ce monsieur-là n'était pas content de voir son amour, a attaqué ce monsieur de Gros, avec qui ils ont fait des duels et en fait il l'a tué. Et le procès a eu lieu à l'actuelle maison qu'on appelle le musée de la femme. Et nous allons venir maintenant sur l'école d'excellence Mariama Ba, qui date de 1978, créée par Senghor, qui au début on faisait la sélection à partir des décorations reçues par les parents, des médailles de ce qu'on appelle Ordre de Lion, c'est notre plus haute distinction. Alors les parents qui avaient ces distinction ont choisi leurs filles pour les amener au nombre de 35, de la 6e à la terminale. Et avec l'arrivée d'Abdou Diouf, ils ont jugé que c'était un peu injuste du moins. Il y a des filles qui sont dans les villages qui sont excellentes et qui ne peuvent pas accéder à cette école parce que leurs parents ne sont pas des fonctionnaires, n'ont pas reçu de distinction. Alors maintenant, on a changé la donne, on recrute les filles à partir d'un concours. On fait le concours d'entrée en 6e sur l'ensemble du territoire, on choisit les meilleures filles dans chaque centre. On les affecte là, et là, de la 6e à la terminale. Pas de redoublement, pas d'échec aux examens, 100% au BFM, 100% au baccalauréat. Et récemment, il y a quelques années, ils ont changé la donne maintenant. Au lieu de recruter directement à partir des concours d'entrée en 6e, ils recrutent d'abord des filles qui vont postuler à un concours. Ils recrutent 150 après le concours national, en 36e. Après, il faut un concours de 150 pour prendre uniquement 35. Ce qui permet aux filles des dignitaires, des ministres, des cadres directeurs de société, qui font partie de ces 150, qui puissent être sélectionnés parce qu'on va rapprocher leur capacité. Et les filles qui sont dans les villages, en Casamance, à Kédougou, à Tambacounda, ne peuvent pas bénéficier de ce soutien, de cette faveur, pour être accompagnées pendant les vacances, pour pouvoir faire ce concours et passer. Et pour ça, elles sont très excellentes. Alors, dans cette école, on voit des filles qui ont des moyennes de 18,50, moyenne semestrielle. Alors, c'est des filles qui sont excellentes, qui travaillent très bien, machallah, très polies aussi. Il y a des femmes qui gèrent l'école, la proviseure, c'est une dame. Madame Diagne, vous avez aussi son sœur. L'intendant, c'est un homme. Les professeurs, ils ne logent pas dans l'école, ils viennent donner des cours et rentrer chez eux. Alors, ils ont des personnes de sécurité, ils ont des restaurateurs à l'intérieur, ils ont des salles de jeu, un terrain de basket et de sport, une salle culturelle, une salle d'informatique, et voilà. Alors, cette école, on l'a fait gagner à un concours de astronomie parce qu'on a tout fait pour que l'école puisse bénéficier d'un télescope astronomique. Parce qu'on a fait sortir, j'ai fait sortir une classe de seconde, aller sur la montagne. Alors on a fait des photos avec Vénus et cette photo a permis à cette école de gagner un télescope que Mme Kéré les a remis il y a l'année dernière et qu'on utilise sur le plan astronomique. Et je pense que nous allons travailler là-dessus pour faire des ateliers astronomiques avec les enfants de cette école. Et voilà. nga jël sama contact ñu ànd ci 526 44 16 77 la 526 44 16 ñu liggéey ci loolu. Maintenant, on va quitter cette maison, on va dépasser la maison Blaise Diagne sur la rue Desserte, arriver maintenant devant la maison symbolique qu'on appelle la maison des esclaves, qui est une maison symbolique au fait. Une maison qui appartenait d'abord au début à Nicolas Pépin, qui est le fils de Jean Pépin, qui était un chirurgien de la Compagnie des Indes, qu'il a construit d'abord entre 1772 et 1784. Après lui, il avait des enfants et ses enfants vont se marier, grandir. Après leur départ, la maison va revenir à une certaine Nancy, une Gambie métisse qui va l'acheter. Puis Jean Thiam, qui était le propriétaire de la cour des morts à Dakar, va l'acheter par le biais de Lamine Gueye. Après, Maïs Bigesek, un mécanicien de Dakar, va acheter la maison. Et le dernier qu'on a connu, propriétaire de cette maison, s'appelait Joe Benga, qui travaillait comme relieur dans l'imprimerie de l'AOF. Alors après sa mort, les parents, les enfants ont vendu la maison à la ville de Dakar, qu'il a remis entre les mains de l'État pour que ça devienne une maison symbolique, une maison qui parle de la traite des nègres. Alors là, nous sommes devant la maison de Lacombe.
Lacombe, qui est un grand monsieur français, qui nous a amené la technique de taille des pierres basaltiques. En face, vous avez la belle maison en noir, de pierre noire, une maison reprise en 2004 par la mairie de Gorée, qui appartient à Madame de Russignol, Thérèse de Russignol, qui était la femme de Blaise Espan de Séjean, voilà, qui était là dans les années 1743-1745 comme commandant de l'île de Gorée. Maintenant, cette maison est transformée en centre socioculturel par le maire de Gorée. Alors, nous avons des chambres à l'intérieur, on a une salle informatique pour les enfants, une bibliothèque que gère une jeune française. Et il y a aussi une sorte de boutique qui vend des t-shirts très jolis, gérée par un Gourgui Boy de Gorée, un jeune de Gorée. Et voilà, donc ces maisons en face font partie des deux plus anciennes maisons de Gorée. Alors, avec la maison Lacombe, qui est devenue la maison des Marins, qui a servi de presbytère en 1916. Alors, cette maison, les soldats français l'ont réhabilitée en 1966. Et là, l'État du Sénégal laisse cette maison comme siège. C'est pourquoi on l'appelle la maison du marin. Après le départ des marins, pendant la période d'Abdoulaye Wade, de l'alternance, la maison a été reprise par Macky Sall. Maintenant, ça revient entre les mains de l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise les a donnés à des privés et un certain François qui l'exploite. Alors, avec sa femme, qui l'exploite comme chambre d'hôte et restaurant. Alors, Abdoulaye Wade moo fi jëlee marin français yi léegi Macky Sall récupéré waat ko joxaat ko armée sénégalaise loué ko jox ko ay privé ñu ko exploité en tant que hôtel ak restaurant léegi benn belge moo ko yore ñu wax François moo fi nekk loué ko ak jabaram def fi ay chambre am na 6 chambres ci biir chambre d'hôte la ak benn bar ak voilà mu ngi noonu décoré ko kooku mooy bii la maison Lacombe. Donc sans Lacombe du ñu am ay maison en dur au niveau de Gorée. C'est bon. Maintenant nous sommes sur l'angle la rue Saint-Germain et la rue Arnold de Saint-Germain et la rue Malavoie. Alors, nous avons cette maison en angle en forme de bateau en jaune, en face de la maison des esclaves, qu'on appelle la maison Victoria Albis, qui est une femme métisse, lusophone, qui est venue de Joal, qui est descendant direct d'Emmanuel Ier. Emmanuel Ier qui venait en vacances à Joal et qui a donné son nom de sa sœur, Johanna Alves, qui a donné le nom de Joal, J-O-A-L, Joal. Alors, Victoria est venue de Joal s'installer là en 1721. Avec son mari, elle a pu bénéficier d'un soutien fort pour avoir cette belle maison en forme de bateau, en jaune que vous voyez. Et cette maison a servi aussi de captiverie à l'époque. Et il y a aussi, à l'époque, en 1954, le musée historique de l'IFAN avec Théodore Monod qui était là, qui a abrité ces bâtiments. Puis maintenant, après, on a abrité le musée de la femme avec Anne Bey d'Erneville. Et après, maintenant, nous avons une maison, une belle maison que la maison d'esclaves a pris et transformée en maison d'exposition, maison de documentation pour cette période de la traite négrière. Depuis 1832, nous sommes maintenant devant le jardin botanique, le jardin d'essai, le premier jardin français en Afrique qui date de 1688. Dès que la France est arrivée, elle a mis en place cet espace pour faire de la culture potagère. 1688. Ce jardin va jouer un rôle important dans ce travail de recherche pour la France, parce qu'on l'appelle le jardin d'essai, par le biais de Michel Adanson, qui est arrivé à Gorée en 1749 jusqu'à 1753. Et ce monsieur va étudier tout ce qui est plantes tropicales, plantes médicinales. La France va apprendre beaucoup de choses de ce jardin avec la compétence de ce grand expert académicien, Michel Adanson, à qui on a donné le nom scientifique de Babab, Adansonien digitata. Un jardin qui abritait beaucoup d'universités de plantes. Il y avait des calebassiers même, que moi j'ai connu là pour la première fois que j'ai vu là. Et maintenant, on l'a transformé en terrain de football. On a imputé une partie pour faire un terrain de basket, l'autre partie, logement des joueurs de l'équipe de Gorée. C'est dommage, c'est dommage. Un patrimoine si important, alors transformer en terrain de football, c'est dommage. Vous savez, les choses évoluent un peu partout, mais souvent pas dans le bon sens. Parce que là, ça fait mal quand même. Alors, un jardin qui pouvait être conservé et qui permettait à des groupes d'étudiants, d'élèves, d'écoliers
et de famille de venir passer un bon temps à Gorée et non seulement avoir de l'homme et étudier, mais avoir la connaissance même sur les plantes médicinales et les plantes tropicales africaines qui étaient présentes dans cet espace et qu'on pouvait voir et étudier et comprendre pour le bien-être de toute une population africaine. Ce jardin aussi a abrité des habitants de Libreville du Gabon qui sont partis des esclaves qui, en 1846, ont été attrapés en pleine mer et habités dans ce jardin pendant 1 an. C'est après qu'on a cherché une terre d'accueil, c'était le Gabon. Et voilà qu'ils habitent cette terre qu'on appelle Vivir au Gabon. Maintenant, c'est là où nous allons conclure notre commentaire sur Gorée. C'est vrai, on aurait dû parler des seigneurs de Gorée qui ont marqué la vie de Gorée au fait, des défenses de Gorée, du commerce et d'autres choses, de la santé, de l'éducation. Alors nous vous remercions. Moi je m'appelle Baye Souleymane et je suis libraire à Gorée. Mon contact est le 77 526 44. Donc je vous remercie et à la prochaine.